Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue aujourd'hui pour le webinaire. On va, on va, que- on va- pour respecter le timing. Hein. Je suis Jolan Denis. Déjà, je tiens à vous remercier. À vous remercier. euh, Ravi de vous compter parmi nous ce matin. Pour une question d'organisation, les micros sont coupés, les caméras sont coupées. Vous pouvez quand même poser des questions au fil de l'eau dans le chat du webinaire. On y répondra à la fin. On a gardé un timing à la fin pour que vous puissiez poser vos questions et que nous, on puisse y répondre à la fin. Donc la thématique du jour, hein, je la rappelle, vous êtes là pour ça, mais c'est la 4G ne capte pas dans mes locaux. Donc c'est de vous montrer euh, pourquoi vous captez pas dans les locaux et comment on peut résoudre ces problèmes-là avec une solution technique. Aujourd'hui, on est deux pour faire cette présentation. Donc, il y a Morgane de Paris qui est présent, que vous voyez aussi à la caméra. Bonjour à tous. Donc, Morgane qui est ingénieur réseau hein, au sein du groupe Vfleet. Et pour moi-même, donc ingénieur commercial au sein de Vfleet également. On est tous les deux plutôt basés sur le 44 et le 85. Et on est aussi on est capable de se déplacer s'il y a besoin. Alors, le plan du séminaire, comment ça va se passer ce matin? Je vais reprendre une présentation du groupe Vfleet assez rapide. Il y en a certains qui nous connaissent, donc ça va être un peu répétitif pour vous. Et puis il y en a d'autres qui nous connaissent moins. Donc on va reprendre au global ce que fait le groupe. Et ensuite, on ira sur la solution répéteur GSM. Donc une introduction pour savoir comprendre les solutions, la technologie 4G, 5G. C'est important pour bien comprendre les enjeux d'un projet de ce type-là. Et donc, en deuxième point, les enjeux d'un répéteur GSM pour voir les problématiques que vous avez, pourquoi vous avez ces problématiques-là. Et cela montre aussi après qu'il faut une étude qui est indispensable pour faire des bonnes analyses, bien interpréter tout ce qui se passe et ensuite choisir le matériel qui correspond aux attentes que vous avez en fonction de votre projet, de votre établissement, voilà, de plein de choses qu'il faut prendre en compte. Et on aura une conclusion et puis on passera aux questions à la fin de ce webinaire. Alors, le groupe Vfleet, pour vous présenter rapidement, c'est un regroupement de sociétés. Les sociétés qui sont à gauche, donc OMR, Dactyl, Medis, CTV, Sirène et Espacecom, ont été regroupées au sein du groupe Vfleet, vous facilitez l'IT. Ça fait quelques années que le groupe existe, mais on a surtout communiqué via le groupe Vfleet depuis l'année dernière, depuis 2024. Et on a séparé en 4 entités en fonction des métiers. Donc Vfleet Infogérance, Vfleet Sûreté, Vfleet Gestion et Vfleet Télécom. Les valeurs qu'on a au sein du groupe Vfleet, c'est des valeurs qui ont été votées avec tous les collaborateurs qui font partie du groupe pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. La première, c'est la satisfaction client. C'est pour ça qu'on travaille, c'est pour que les solutions qu'on propose correspondent à ce que vous avez, les attentes que vous avez, et que ça soit fonctionnel, que ça se passe bien, et que vous n'ayez pas besoin de faire appel à nous pour des problèmes techniques tous les mois. Voilà. L'idée, c'est que tout le monde soit content et que ça soit vraiment une relation gagnant-gagnant. Ensuite, on a voté pour l'expertise parce qu'on vend des solutions qui sont quand même techniques. Et donc, pour vendre correctement des solutions techniques, il faut des experts, comme Morgan ici présent, pour proposer la meilleure solution en fonction du projet que vous avez. L'esprit d'équipe, c'est quelque chose qui est très important chez nous également, parce que tous les projets qu'on propose sont gérés en amont en équipe, avec un chef de projet, avec Morgane de Paris, un ingénieur, un commercial, etc. Avec vous également. Et après, une fois que le projet est en place, il y a aussi une équipe qui gère ça avec les ADV, la compta. Et donc, l'objectif, c'est qu'on soit tous dans la même direction. Et la dernière valeur, c'est la proximité. On essaye au sein du groupe d'être présent le plus possible sur le territoire qu'on adresse avec des agences de proximité, avec des techniciens de proximité, des commerciaux de proximité, etc.
En parlant de proximité, donc voilà, un petit plan des agences qu'on a sur le Grand Ouest. Donc l'objectif du groupe, c'est d'être présent sur le Grand Ouest. Donc on va de Caen à La Rochelle et de Brest à Nevers. Sur toutes les agences, il y a différents métiers. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des techniciens sur toutes les agences, il y a des commerciaux sur plusieurs agences, peut-être pas toutes, mais en tout cas quasiment toutes. Le service client, le service technique sont répartis sur plusieurs agences pour qu'on soit à chaque fois proche de vous. Au niveau de l'offre globale, je vais faire ça assez rapidement. Si vous avez des questions sur d'autres sujets que ce qu'on voit aujourd'hui, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous. On vous dirigera vers le commercial qui va gérer la bonne brique. Pour info, les briques que moi j'adresse, ça va être système et réseau et télécom. Donc si vous avez des questions par exemple sur la sûreté, eh ben, j'ai un collègue commercial, on a des collègues ingénieurs qui pourront vous répondre, qui pourront répondre aux questions sur ces sujets-là. La première brique, ça va être la partie cybersécurité. On entend beaucoup parler en ce moment. Donc là, Vfleet a une offre très intéressante sur cette partie cybersécurité. Si je prends un exemple, hein, tout ce qui est EDR et SOC qu'on propose en interne. Sur la brique système réseau cloud, donc là, ça va être tout ce qui est infrastructure, cloud privé et public, messagerie. On va faire du réseau interne au bâtiment également, donc du Wi-Fi, du pont radio, des choses comme ça et de la partie sécurité avec du SD-WAN et du firewall en fonction des sites que vous avez. On s'adapte aussi à ça. Sur la partie télécom, elle est assez dense. C'est les télécoms vraiment au sens large. Donc, on va y avoir la partie opérateur avec la téléphonie mobile, la téléphonie fixe, les abonnements qui vont avec, les abonnements fibre optique aussi, par exemple, donc les abonnements Internet. Les solutions de répéteurs GSM font partie de la brique télécom. Et on a aussi tout ce qui est solution de téléphonie fixe, le matériel de téléphonie fixe. Alors même si maintenant on a beaucoup d'offres avec des softphones, donc de la téléphonie virtuelle, ça fait quand même partie de la solution de téléphonie fixe. Et on rajoute aussi dans cette brique télécom les solutions d'appel malade, parce qu'ils sont liés souvent à des solutions de téléphonie type DECT pour faire des renvois d'appel malade vers un DECT. Tout ce qui est résidence senior, EHPAD, on peut adresser ces établissements avec cette solution. Ensuite, c'est la brique application de gestion. Donc ça, pour vous donner un exemple, c'est type Sage ou EBP, les deux solutions qu'on propose pour tout ce qui est PS, CRM, ERP, etc. La dernière brique, c'est la brique sûreté. Donc la sûreté de bâtiment avec tout ce qui est contrôle d'accès, alarme anti-intrusion. Il y a de la vidéo qui est possible, des vidéosurveillance et également des vidéos de protection urbaine, principalement avec les mairies, et détection d'incendie, tout ce qui est vraiment, ça englobe toute la sûreté du bâtiment. Donc ça, c'est toute l'offre qu'on adresse au sein du groupe Vfleet. Et après, chaque ingénieur a ses spécialités, chaque commercial a sa spécialité. On va maintenant passer du coup à la partie répéteur GSM, donc le webinaire du jour. L'objectif d'aujourd'hui, hein, c'est de vous présenter comment ça va fonctionner, parce que aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, on est tous ultra connectés, avec nos smartphones principalement, et on l'utilise quasiment toute la journée non-stop. Donc il y a encore des zones blanches, il y a encore des zones où les signaux sont faibles, et on s'énerve tous un petit peu lié à ça. On est toujours frustré de ne pas pouvoir terminer son appel parce qu'on on est en ligne avec quelqu'un et ça coupe, que ce soit dans un bureau ou dans un lieu isolé. Voilà, on a tous rencontré ces problèmes de GSM, et donc c'est là qu'intervient les solutions de répéteurs GSM, où là, c'est vraiment conçu pour améliorer la qualité du signal à l'intérieur des bâtiments. Et puis là, on va vous présenter pourquoi et comment on répond à cette problématique. Je vais laisser la main à Morgane qui va vous expliquer tout ça. Bonjour à tous, donc effectivement, donc on va parler fréquence GSM, on va parler radio, donc on va poser un petit peu de base sur, qu'est-ce que c'est et quelles sont les technologies que ça utilise. Donc quand on va parler radio fréquence GSM, on va parler des technologies XG, donc dans XG, on va comprendre la 2G, la 3G, la 4G, la 5G et demain, la 6G.
Ce sont ni plus ni moins que des technologies de réseau qui lui permettent de vous connecter à un réseau via des ondes radio. Donc ça va être des fréquences qui fonctionnent sur des bandes bien spécifiques. Donc la fréquence GSM, ça n'utilise pas n'importe quelle fréquence, hein. Tout ça, c'est normalisé, tout comme l'utilisation de la télé, tout comme les utilisations domestiques, domotiques. Tout ça fonctionne sur des bandes de fréquences radio bien régies et bien définies. Donc la 4G, ça va comprendre une bande relativement large de fréquences et on va aller donc que pour la 4G, hein, mais la 4G va aller de la 700 MHz à 2,6 GHz. Pour la 5G, ça ira au-dessus. Et la 2G et la 3G sont également comprises entre ces bandes de fréquences. Donc les différents acteurs sur le marché, il y en a 4, vous les connaissez tous, hein. Ce sont ni plus ni moins que nos opérateurs préférés. Donc on va être sur Orange, SFR, Bouygues, les opérateurs qu'on a dans le cadre du perso bien souvent, hein. Et donc ces opérateurs-là sont positionnés sur ce qu'on appelle des pylônes opérateurs, hein. En fait, c'est des gros pylônes métalliques, hein, qu'on voit un peu partout, qu'on voit pousser un petit peu partout, de plus en plus. Et donc un pylône opérateur ne contient pas seulement un opérateur. De même qu'un pylône opérateur ne contient pas forcément qu'une antenne qui ne fait qu'une technologie XG. Une antenne peut faire de la 2G, de la 3G, mais il y a aussi des antennes qui sont dédiées à une utilisation. Donc, par exemple, pour de la 5G, on a des antennes qui sont dédiées à la 5G. Donc, il faut savoir que quand vous voyez un pylône opérateur, déjà, il faut bien vous dire qu'on n'a pas qu'un opérateur dessus, hein, tout comme c'est possible d'en avoir qu'un seul, mais on peut aussi avoir les 4 opérateurs historiques dessus. Et ce pylône opérateur n'émet pas systématiquement l'ensemble des fréquences 2G, 3G, 4G ou 5G. Ça peut être que certaines d'entre elles. Donc, comme je l'ai dit, on va poser des bases, donc on va essayer de comprendre un petit peu la fréquence en tant que telle, hein. Je vous parle de fréquence, mais la fréquence, on peut se poser des questions. Vous avez votre bâtiment, vous avez un pylône opérateur qui est à 200 mètres, et pour autant, dans votre bâtiment, vous ne captez absolument rien, ou alors c'est extrêmement dégradé. Ça, c'est des choses qui arrivent de plus en plus. Mais du coup, pourquoi ? Petite nota sur les fréquences, il faut bien comprendre que la fréquence, c'est un phénomène global. La fréquence, on parle de fréquence radio, mais on parle aussi de fréquence musicale. La musique, c'est pareil, hein, on parle de basse fréquence, mais il y a aussi des hautes fréquences. Donc pour la radio, c'est exactement pareil. Et le phénomène qui se passe, c'est que plus les fréquences sont basses, et plus la portée et la pénétration des bâtiments est importante. A contrario, plus les fréquences sont hautes et moins le range, la distance parcourue par la fréquence radio sera courte, et moins elle arrivera à pénétrer dans vos bâtiments. Donc effectivement, quelquefois sur vos téléphones, vous pouvez voir qu'on a un très haut signal 4G, et petit à petit, on a un signal 4G qui diffère parce que votre portable tente de se connecter sur une fréquence relativement haute, mais il n'y arrive pas, donc il repasse sur une basse fréquence et au fait, il fait un petit peu yo-yo. Donc c'est un petit peu, c'est là où on va parler un peu d'instabilité, hein, quand vos périphériques tentent de se connecter sur des fréquences qui sont hautes, mais qui sont mal perçues par vos équipements. Et donc, voilà, on va avoir cet effet un petit peu yo-yo ou de débit qui varie énormément. Pareil, il faut savoir que les antennes opérateurs, les pylônes opérateurs, c'est les propriétaires des antennes derrière, ça reste les opérateurs historiques qu'on a cités précédemment. Et ils font un petit peu ce qu'ils veulent avec leurs antennes, hein, ils en sont propriétaires. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un opérateur n'a pas le droit de perturber un autre opérateur. Donc ça, on va voir après que dans la théorie, normalement, ça n'arrive pas. Un opérateur historique ne peut pas perturber un autre opérateur historique, mais par contre, ce qui est aussi très important à comprendre, c'est qu'un opérateur ne doit absolument pas se perturber lui-même. Il doit faire très attention, parce que effectivement, si un opérateur a une antenne dans un secteur et si un opérateur a une centaine d'antennes dans un autre secteur, et dès lors qu'il va vouloir ajouter une antenne, ça va être un petit peu compliqué à paramétrer. Et, en fait, ça va être le travail des ingénieurs radio, hein, de gérer ça. Donc, pour illustrer ça, je vous mets une petite carte de Clisson.
Donc cette image est tirée du site internet Carto Radio, hein, qui est un site qui nous est mis à disposition par l'ANFR, qu'on va présenter juste après. Mais voilà, juste qu'il faut comprendre, pour Clisson, j'ai mis une petite capture d'écran. On voit que donc, les pylônes opérateurs sont représentés par voilà, les petits points avec les flèches tridirectionnelles. Donc les couleurs correspondent aux opérateurs. On voit qu'on a orange pour Orange, on a bleu pour Bouygues, rouge SFR, gris pour Free. Et donc on voit que dans Clisson, ça va. C'est pas trop, au niveau des antennes, c'est pas trop encombré. On n'a que 2 pylônes pour la quasi-totalité du centre-ville. Ça va. C'est-à-dire que si un opérateur souhaite ajouter une antenne, c'est pas trop compliqué en termes d'ingénierie pour le faire. A contrario, là, donc, on a une capture d'écran de Paris et on peut voir que c'est plus du tout la même histoire. En effet, vous voyez beaucoup d'orange, vous voyez beaucoup de rouge, un peu moins de gris, un peu de bleu. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre là, c'est que typiquement dans ce secteur-là, pour SFR ou pour Orange, pour ajouter une antenne, leur appartenance, déjà, leur but premier, ça va être de ne pas se perturber eux-mêmes. Déjà, ça sera un gros travail. Et donc, ensuite, on peut dire que ça peut être impossible de ne pas se perturber entre les opérateurs, mais on va voir que ça, c'est un autre organisme qui gère ça. Hein, c'est l'ARCEP qu'on va présenter juste après. Mais voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fonction des secteurs, effectivement, on capte plus ou moins bien. Effectivement, ça peut varier de semaine en semaine ou de mois en mois parce que dès lors que les opérateurs doivent jouer avec leurs antennes, ils peuvent augmenter ou baisser leur puissance d'émission. Donc, comme je vous l'ai dit, les fréquences, c'est normalisé. C'est pas quelque chose qu'on peut utiliser n'importe comment, entre parenthèses. Donc, les fréquences, c'est normalisé par l'ARCEP, donc l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Donc, l'ARCEP, c'est vraiment ceux qui vont organiser et piloter l'attribution des bandes de fréquences entre les opérateurs. Il faut savoir qu'une bande de fréquence, ça coûte très cher. On parle de centaines de millions d'euros par bande de fréquence. Donc, on comprend vite que c'est interdit de perturber un opérateur. Que ce soit un opérateur ne peut pas perturber un autre opérateur, mais un particulier ou un professionnel, tel qu'un intégrateur, tel que nous ne devons pas perturber les opérateurs parce que les opérateurs ont acheté leur bande de fréquence à coût de centaines de millions d'euros. Et donc, dès lors qu'il y a perturbation, les opérateurs font appel à un autre organisme, donc, qui est l'ANFR, donc, qui est l'Agence nationale des fréquences. Donc, il faut voir ça ni plus ni moins comme la police des fréquences. C'est eux qui vont régir un petit peu cet ordre sur le territoire français et intervenir si jamais un opérateur se plaint d'une perturbation. Donc voilà, c'est eux qui mettent à disposition le site Carto Radio qu'on a vu précédemment. Et donc, on va parler un peu plus en détail de ce site, mais on va voir qu'il a quelques petits points intéressants. Mais en gros, voilà, c'est mis en place par l'ANFR. Et donc, l'ARCEP, c'est vraiment l'organisation au global des fréquences. On ne parle pas que de la fréquence GSM. Hein. Ça peut aussi être la télé, ça peut être la radio, les domotiques, etc., etc. Et donc voilà, risque de poursuite judiciaire si jamais vous perturbez les opérateurs. Si un opérateur détecte une perturbation, il fait appel à l'ANFR. L'ANFR intervient et si rien n'est fait, il peut y avoir des poursuites judiciaires. Donc dans vos bâtiments, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut ne pas recevoir les ondes radio? C'est les nouvelles normes, hein, les nouvelles normes RT 2012, 2020, même plus récents. Nos bâtiments sont de plus en plus isolés, donc c'est très agréable l'hiver comme l'été, on consomme moins, c'est plus RSE. Donc pour l'utilisateur au global, c'est vraiment un confort hein, sur les nouveaux bâtiments. Pour autant, pour la technique, pour la réception des ondes, le GSM, c'est de plus en plus un enfer. Nos bâtiments sont de plus en plus des cages de Faraday. Hein, il n'y a rien qui rentre. De par les cloisons métalliques, de par les murs toujours plus épais, le béton armé, tout ce qui est placophonique, les doubles cloisons, triple cloisons. Donc tout ça, voilà, ça n'arrange rien en termes de ressenti utilisateur sur le GSM. Pour autant, voilà, le but c'est avant tout de moins consommer et c'est de ce sens-là que c'est fait. Après, autre perturbateur hein, qui est insoupçonné, mais bien souvent, c'est la végétation. La végétation, notamment en été,
on peut moins capter, moins recevoir, hein, parce que des fois, les antennes doivent traverser des rangées d'arbres à n'en plus finir. Et en été, ce qui se passe, ce n'est pas les feuilles en tant que telles qui posent problème, mais c'est plutôt l'eau qu'elles contiennent qui vont absorber les ondes et font office de dissipateur. Et donc voilà, ça va un petit peu opérer comme une barrière. Et donc c'est vrai que la végétation reste l'un des pires, l'eau en tant que telle, l'eau reste l'un des pires ennemis de l'onde radio. Donc, petit nota important que je répète, qu'on a vu avant, mais effectivement, plus la fréquence est élevée et plus la pénétrabilité est difficile. Et plus elle est basse et plus c'est facile. Donc, nous, si on est appelé pour un problème de GSM, effectivement, l'une des premières choses que l'utilisateur va nous dire, c'est sur mon portable, j'ai tant de barrettes. Et ça peut être un indicateur, mais attention, ce n'est pas une vraie valeur. Faut savoir que le niveau de réception défini par les barrettes est propre à chaque constructeur. Il n'y en a pas un qui s'est mis d'accord sur le sujet. Donc, d'un téléphone à l'autre, on peut avoir une réception en 4G à 1 barre, mais sur le même niveau de réception, on sera à 2 barres ou à 3 barres. Bref, il n'y aura pas non plus tout au tout. On ne sera pas à 1 barre sur un téléphone et sur la même fréquence à 4 barres sur l'autre. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais ce n'est pas une valeur officielle, ce n'est pas une valeur significative. Les vraies valeurs qui vont décider si on a un bon signal ou pas, ce seront les dBm, qui a une valeur de réception logarithmique à échelle exponentielle. Donc, c'est une valeur qui si on compare deux valeurs de dBm, à très faible écart, on a déjà des gros écarts de ressenti en termes d'utilisation. Donc, la valeur d'un signal mobile, comme c'est marqué, ça peut varier de moins 45 dBm à moins 35 dBm. Il faut savoir que plus on est proche de 0, et mieux c'est. On ne sera jamais à 0, mais plus on s'en approche, et mieux c'est. Et en fonction des technologies, au fur et à mesure qu'elles évoluent, on est de plus en plus tolérant avec les signaux et le fait que les signaux soient de moins en moins bons. Ça, c'est de par les technologies que ça utilise, c'est par l'avancée technologique au global, un petit peu comme le Wi-Fi, on peut faire un petit peu la même analogie. Mais voilà, on est plus réceptif au niveau d'erreur, aux réémissions, aux modulations utilisées. Donc, à technologie et à signaux équivalents, en fonction des technologies, on va avoir un ressenti qui sera meilleur. Donc voilà, après, il y a des valeurs qui sont un petit peu clés, mais en 2G, à moins 100 dB, un appel peut couper. En 3G, ce sera plutôt à moins 105. Et en 4G, on sera plutôt entre moins 110 et moins 120. Il faut savoir qu'entre moins 100 et moins 105, c'est énorme, parce qu'encore une fois, c'est une échelle exponentielle. Donc, tous les moins 3 dB, on a un ressenti, on a un signal qui est divisé par 2, donc on a un ressenti 2 fois plus mauvais, entre parenthèses. Mais voilà, entre moins et moins 105, c'est énorme, mais entre moins et moins 110, c'est encore plus énorme. Il faut savoir que vos téléphones portables ne se connecteront pas systématiquement sur le signal le plus qualitatif. Ils se connecteront sur le signal le plus évolué en termes de technologie. Un très mauvais signal 5G primera sur un très bon signal 4G, sauf s'il y a blocage de l'utilisateur qui interdit l'utilisation de la 5G sur son téléphone, ce qui est possible avec les téléphones actuels ou certains téléphones actuels. Mais si ce n'est pas fait, on va donner une image très grossière, mais en gros, une barre de 5G, le téléphone préférera se connecter dessus plutôt que s'il avait 4 barres de 4G, par exemple. C'est ce qui fait que là aussi, on peut avoir un ressenti utilisateur qui est pas terrible. Donc, on est appelé pour un souci ou pour une étude. Et donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est une étude. Avant d'intervenir sur site, on doit faire une pré-étude de votre besoin. Donc, quels sont l'opérateur que vous souhaitez viser? Donc, quel opérateur régit votre flotte mobile? Est-ce que vous êtes en Orange? Est-ce que vous êtes en SFR ou que sais-je? La localisation de votre bâtiment, très important. Donc nous, via Carto Radio, c'est vraiment l'outil principal de recensement des antennes qu'on utilise. Donc déjà, ça nous donne une visu et une pré-compréhension du problème qui peut se poser dans votre bâtiment. Si jamais on a l'adresse, on sait où se situent les antennes, on sait quelles fréquences sont émises,
Voilà, après, en fonction de votre bâtiment, on peut en déduire pourquoi, effectivement, vous avez ces problèmes de réception. Donc, on va faire notre préétude sur Carto Radio. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a un petit peu notre idée en tête de ce qui se passe, on intervient sur site avec donc ce qu'on appelle un testeur GSM, hein, ni plus ni moins, un testeur de fréquence, un petit outil qui va balayer l'ensemble des fréquences radio. Donc pour la 4G, on l'a dit avant, hein, c'est 700 à 2,600 MHz, 2600 MHz. Et donc on va tester la couverture radio en extérieur, à l'extérieur de votre bâtiment et à l'intérieur de votre bâtiment, dans les pièces où les réceptions sont souhaitées. Et ensuite, voilà, on va mettre tout ça sur tableau, histoire d'avoir une aperçu un peu plus global. Et donc, une fois que ça c'est fait, pendant qu'on est sur site, on doit trouver un point d'ancrage. Il faut savoir que l'installation d'une infrastructure GSM, d'une infrastructure de répéteur GSM, pardon, c'est pas excessivement compliqué à comprendre en termes de câblage. On a une antenne opérateur qui est située à l'extérieur de votre bâtiment. On va vous poser une antenne, nous, sur le toit de votre bâtiment ou sur la façade de votre bâtiment pour réceptionner ce signal qui sera ensuite renvoyé sur le répéteur GSM en interne. Et ensuite, via le répéteur, on va répéter un signal à l'intérieur de votre bâtiment. Donc, ce qui fait que votre téléphone se connectera à l'antenne du pylône opérateur et non pas aux antennes qui sont à l'intérieur. Ce n'est pas du Wi-Fi, hein. Il faut bien comprendre que quand on met des antennes GSM à l'intérieur de votre bâtiment, les antennes, leur but, c'est simplement de capter votre signal et de le renvoyer à l'antenne opérateur. En aucun cas, c'est du Wi-Fi, en aucun cas, on se connecte à l'antenne renvoie ça, etc. Il n'y a pas de connexion directe, c'est du passif. Donc les antennes n'ont aucune intelligence, c'est vraiment du passif et de la réception-réémission. Donc pour le type d'antenne, on a deux choix, hein. Le type d'antenne sur votre bâtiment, j'entends, on a soit une antenne omnidirectionnelle, donc une antenne qui réceptionne à 360 degrés et qui va renvoyer aussi à 360 degrés. Donc c'est des antennes qui sont en général pas excessivement puissantes en termes d'émission et de réception. Donc c'est-à-dire que si on a une antenne à 200 mètres, c'est ce qui peut suffire. Pour autant, si on a un pylône qui est situé à 2 km, 2 km 5, 3 km, donc un pylône qui est excessivement loin, là, une antenne omnidirectionnelle, ça sera un peu court. Donc on sera plutôt sur une antenne directionnelle. Donc on va aller pointer le pylône opérateur qui nous intéresse pour réémettre notre signal et le recevoir également. Le problème des antennes directionnelles, c'est attention aux perturbations. Parce que comme je l'ai dit, les antennes omnidirectionnelles, ça a un gain, ça a une puissance qui n'est pas énorme, mais en fonction de la distance qu'on souhaite, sur laquelle on souhaite envoyer notre signal, sur une antenne directionnelle, on va devoir ajuster la puissance, donc prendre une antenne plus ou moins puissante. Et donc là, il faut faire attention aux perturbations et ne pas perturber l'opérateur. Mais nos équipements sont parés pour ça, et donc on n'a pas de soucis à ce niveau-là. Et ensuite, on dimensionne le nombre d'antennes intérieures en fonction de votre besoin et en fonction du bâtiment. Donc la préétude, on l'a fait via, comme je vous l'ai dit, hein, via Carto Radio. Carto Radio, ça permet plusieurs choses. Ça permet de visualiser la direction des antennes, déjà le nombre d'antennes. Ensuite, on l'a vu sur la carte, hein, les petites flèches. Les petites flèches, c'est ni plus ni moins que pour donner la direction d'émission des antennes. Les fréquences qui seront émises, la date de mise en service, est-ce qu'il y a eu des modifications sur les antennes? Est-ce qu'il y a des antennes qui sont prévues pour être implantées à cet endroit-là? Il faut faire attention sur Carto Radio. La NFR inclut également les antennes dont les opérateurs ont fait les demandes d'implantation. Donc les antennes qui ne sont potentiellement pas en service. Vous pouvez très bien voir sur Carto Radio une antenne à proximité de votre bâtiment et vous dire du coup, je ne comprends pas pourquoi je ne capte pas, j'ai une antenne à 200 mètres, mais pour autant, si on porte un peu l'œil, il faut regarder si il y a ou non une date de mise en service. De même, il y a également les dates de modification. Donc ça peut nous aider, notamment si, imaginons, je ne sais pas, on a un client qui nous dit en début d'année, voilà, depuis début d'année, fin d'année, je capte relativement mal. On se rend sur Carto Radio, on voit qu'il y a une modification qui a été faite courant décembre ou courant novembre. Du coup, ça peut nous aiguiller sur ce qui se passe.
Un petit exemple très rapide. L'idée, c'est pas non plus de rentrer dans la technique, mais très rapide. Donc là, c'est ni plus ni moins qu'un routeur 4G. Mais voilà, il faut savoir que sur tous les périphériques 4G, en général, on a des signaux des signaux de réception, on a certains niveaux et ça peut déjà nous aiguiller sur le type de réception et est-ce que la réception est de bonne qualité. Donc là, par exemple, on voit qu'on a un 4G+, donc 4G+, pour dire qu'on a deux bandes de fréquences sur lesquelles on se connecte simultanément, donc c'est pas que de la 4G. 4G, une bande de fréquence, 4G+, deux bandes de fréquences, donc c'est très bien. Ensuite, on a la puissance du signal reçu, donc avec une certaine valeur, l'agrégation de bandes parce qu'on est en 4G+, les bandes utilisées. Il faut savoir que les bandes 4G, 5G aussi, même les fréquences au global, hein, sont normalisées par des bandes. Là, ce n'est pas nous qui décidons, hein, c'est personne, c'est l'ARCEP qui décide. Et donc, ils vont associer un numéro de bande de fréquence, donc la bande 1, la bande 3, la bande 20, etc., qui vont définir une bande de fréquence. Donc voilà, c'est normalisé comme ça. Donc là, le routeur se connecte sur la bande 1, la bande 20, donc ils correspondent tous deux à une bande de fréquence en 4G. Mais voilà, donc ça, c'est l'ARCEP qui décide. Ensuite, on a notre RSRP, notre RSRQ et notre SINR. Donc pour ces valeurs, voilà, l'idée, c'est pas non plus de vous noyer d'informations techniques, mais le RSSI, c'est ni plus ni moins que la puissance du signal reçu. C'est votre signal de base. Donc si lui, déjà de base, il n'est pas bon, la suite, ça ne sera pas terrible. On a le RSRP, donc la référence du signal reçu. Donc cette valeur, ça va être la valeur qu'on a vue précédemment, donc le RSSI, qui va inclure les interférences et le bruit environnant. Donc c'est pareil, une valeur très importante, c'est limite notre valeur de référence, hein, presque. Le RSSI peut être bon, mais si le RSRP derrière n'est pas bon, ça va nous poser également problème. Le RSRQ, c'est ni plus ni moins que la qualité du signal reçu. Là, c'est pareil, en fonction de la valeur, on sait si le signal reçu est plus ou moins bon. Et le SINR, donc c'est également une valeur qui est présente en Wi-Fi, hein. C'est le rapport signal sur bruit plus interférence. Donc c'est ni plus ni moins que la valeur de notre signal de base divisé par les interférences environnantes, donc les autres fréquences équivalentes, et le bruit, donc les fréquences qu'on ne peut pas atténuer. Donc voilà, ça c'est vraiment le bruit environnant qui est toujours là et sur lequel on ne peut rien faire. Ce qu'il faut bien comprendre de par ces différentes valeurs, c'est qu'il n'y a pas, il suffit pas d'avoir un très bon RSSI pour avoir un bon signal 4G. Il suffit pas d'avoir un très bon RSRP pour avoir un bon signal 4G. La qualité d'un signal 4G, c'est un tout. Et donc, c'est là où c'est notre métier d'interpréter cela et de faire en sorte que ces valeurs soient cohérentes pour que votre ressenti à vous derrière soit cohérent et soit celui attendu. Donc, une étude sur plan, effectivement, donc on peut vous demander les plans du bâtiment pour déjà prévoir un pré-chemin de câblage. Donc après, voilà, hein, le chemin de câblage, bien souvent, comme je vous l'ai dit, une infrastructure GSM, c'est pas compliqué en termes de synoptique, en termes de branchement. Bien souvent, c'est du câblage en série. Mais voilà, après, s'il y a besoin d'aller dans deux ailes du bâtiment, faire un câblage en série, ça peut vite être lourd parce que si on doit faire tout le tour du bâtiment pour, in fine, aller dans un couloir qui, juste au départ, nous nécessitait de mettre un duplexeur pour aller à droite et à gauche, ça fait qu'on va avoir énormément de pertes. Et donc ça peut pas marcher comme ça. Donc il faut quand même se poser, il faut quand même faire les choses intelligemment. Et donc voilà, on a différents outils pour ça. Donc on peut installer effectivement des antennes, mais dans les faux plafonds, dans les plafonds, il y aura aussi ce qu'on appelle des coupleurs, des duplexeurs, une voie, deux voies, trois voies, pour diviser le signal en deux, en trois, en quatre, que sais-je, pour aller dans les différentes ailes du bâtiment et faire en sorte qu'on n'ait pas une atténuation trop grande à l'arrivée. Parce que si on fait tout le tour du bâtiment, arrivé à la dernière antenne, il n'y a plus rien. Vous voyez, le synoptique, il est relativement simple, hein. Si on reprend un petit schéma, on a une antenne sur le toit qui va capter le signal de l'antenne opérateur. Ensuite, via un câble coaxial, on va aller jusqu'à un répéteur. Là, dans le synoptique qui est présent, effectivement, vous voyez qu'il y a deux répéteurs. Pourquoi il y a deux répéteurs? Tout simplement parce qu'on propose différentes gammes de répéteurs qui sont plus ou moins puissants, hein, qui peuvent émettre sur plus ou moins de mètres carrés dans un bâtiment et qui peuvent prendre en charge plus ou moins d'antennes. Donc là, on avait décidé que c'était plus logique et plus stable d'avoir un répéteur qui est dédié
au rez-de-chaussée avec les antennes que ça comporte. Donc vous voyez, on a un petit duplexeur, une entrée, deux sorties, pour ne pas faire non plus tout le tour du bâtiment. On va dans une aile du bâtiment, on va dans une autre et on va câbler nos différentes antennes. Et voilà, sur celui-ci, on a également un répéteur qui va s'occuper du premier et du deuxième, de par le fait que les antennes du premier et du deuxième, ça peut convenir, donc ça ne pose pas vraiment de souci. Mais on a trouvé que c'était, par exemple, plus sécure de faire comme ça que de mettre un très gros répéteur et de partir sur un répéteur qui gérait X antennes et pourrait avoir plus ou moins d'atténuation. Donc voilà, une petite image des antennes qui peuvent être installées. Donc les antennes rondes, plates, ce sont des antennes omnidirectionnelles, donc les antennes qu'on va positionner plutôt en plafond, en faux plafond, donc qui émettront à 360. Et on a aussi des antennes donc un peu moins plates, un peu plus rectangulaires, carrées, donc qui seront des antennes directionnelles, donc pour émettre par exemple dans un couloir, ou dans une zone devant nous à 45 degrés. Et il n'y a pas nécessairement besoin que ce soit beaucoup plus large. Et l'avantage de ces antennes-là, c'est qu'elles sont plus puissantes que les antennes omnidirectionnelles, donc elles peuvent émettre plus loin. Donc sur un couloir, c'est parfait. Donc voilà, en fonction du besoin, on ajuste le type d'antenne. Et donc une petite photo du répéteur GSM qu'on peut installer. Donc le répéteur GSM, lui, sera plutôt dans le local technique. Voilà, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un tableau sur lequel on fait un relevé pré-installation, post-installation, ne serait-ce que pour nos clients qui voient que c'est pas inutile, parce que effectivement, on peut avoir le ressenti sur portable, mais quelque chose de concret, c'est bien aussi, des chiffres posés sur un tableau. Donc là, on peut voir qu'avant l'installation, on avait des signaux sur les différentes bandes de fréquences. Donc là, sur le tableau, on décrit les différentes bandes de fréquences 4G. La 4G se divise sur 5 bandes de fréquences. Donc il y a la 2100, 2600, 2100, 1008, 800. Là, il en manque une. Il n'y a pas la 4G 700, mais tout simplement parce que les répéteurs ne font pas tous cette bande de fréquences. Donc là, sur le tableau en question, ce n'était pas un répéteur qui gérait la bande 700. Donc après, on a les fréquences 3G qui sont sur 2 bandes de fréquences et on a les fréquences 2G également qui sont sur 2 bandes de fréquences. Et donc, on peut voir que pré- et post-installation, les signaux sont quand même plus ouverts et de très loin. On peut voir par exemple qu'avant, on ne captait pas, à l'intérieur du bâtiment, on ne captait pas de 4G 800. Pour autant, après installation, on en capte. On peut voir que la 3G 900, on est à -91 et on passe à -63. On a quasiment 30 dB d'écart. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les dB, c'est une échelle logarithmique à valeur exponentielle. Donc, tous les moins 3 dB, on a un signal divisé par 2. Donc là, moins 30 dB, on gagne 30 dB sur une bande de fréquence absolument énorme. Donc voilà, c'est ni plus ni moins que pour avoir une attestation un petit peu visuelle de ce qui se passe une fois que les répéteurs sont allumés. Donc effectivement, il y a différentes solutions qui existent sur le marché pour répéter un signal GSM. Donc il y a, historiquement, si je puis dire, les boîtiers FEM2CEL, mais qui sont plus vraiment commercialisés à ce jour, c'était porté par SFR. Mais les boîtiers FEM2CEL, en fait, l'idée, c'était simplement de recréer un micro réseau GSM au sein de votre maison. Bien souvent, c'était pour les particuliers. Mais voilà, au sein d'une maison, on va sur une surface un peu légère, on va recréer un réseau 3G, 4G pour que le téléphone s'y connecte. Et ensuite, ça partait sur c'était connecté sur votre ligne Internet. Donc, vos connexions passaient par la ligne Internet. Donc, ça a été abandonné au profit de la technologie des appels via Wi-Fi. Et surtout, SFR, son point de levier, c'était surtout de dire on arrête le FEM2CEL, mais à côté, on vous promet une meilleure couverture 4G sur le territoire. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été abandonné. Donc après, il y a des solutions de répéteurs GSM que je viens de présenter, la solution dont on parle, mais des solutions qui sont monobandes. On a vu précédemment que la 4G, ce n'était pas une bande de fréquence. La 4G, c'est 5 bandes de fréquence. Mais pour autant, voilà, il y a des répéteurs qui sont dédiés à une bande de fréquence. Effectivement, c'est moins cher, mais ça reste, par la force des choses, ça reste limité en performance. Et surtout, ça fait qu'on est pieds et mains liés à une bande de fréquence. Ce qui fait qu'à l'extérieur, si l'antenne qui porte cette bande de fréquence vient à tomber, vient être en maintenance, vient être en panne, si on n'a pas d'autre à côté,
ça peut vite nous mettre dans le noir. En fait, on n'a pas vraiment de backup à ce niveau-là. Et donc, après, on a la solution multiband. Donc là, c'est la solution que porte VFleet. Donc effectivement, ce sont des répéteurs qui sont plus onéreux que les monobandes, mais ça s'entend parce que la qualité de service n'est pas du tout la même derrière. C'est plus ergonomique. C'est en termes de redondance, comme je l'ai dit, on a la 4G+. Donc vos téléphones, de plus en plus aujourd'hui, sont capables de se connecter à plusieurs bandes de fréquences simultanément. Si vous avez un monoband, ils ne vont pas se connecter 2 fois à la même bande de fréquence. Si vous avez un multiband, ils pourront se connecter à plusieurs bandes de fréquences. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de stabilité, plus de débit potentiellement, et plus de résilience en cas de panne sur une antenne opérateur extérieur. Donc voilà, c'est la solution que nous on porte en interne. Donc je vais laisser la main à Jolan pour la conclusion. Merci Morgane pour cette présentation. N'hésitez pas déjà, si vous avez des questions, à commencer à les taper dans le chat. Et en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour un projet comme ça, mais tous les items sont très importants. On est toujours dans un monde connecté, ça c'est sûr. Donc, pour que la solution répéteur GSM apporte une réponse efficace à tous ces problèmes-là, il faut bien prendre en compte tous ces items, tous en même temps. Donc là, après, la solution qu'on propose, elle est vraiment conçue pour capter le signal, redistribuer le signal et garantir une couverture à l'intérieur de vos bâtiments ou dans les zones qui sont aujourd'hui limitées. Donc là, c'est une fois que l'audit est fait, c'est facile à installer. C'est facile à prendre en charge aussi de votre côté pour la compréhension technique du système avec les différents opérateurs. Et donc, on assure derrière des appels clairs, une connexion Internet claire, et on améliore vraiment le quotidien de vos équipes lié à la communication 3G, 4G, 5G. Voilà pour la présentation. Merci d'avoir été présent. On va